Il est où, ce con? Je l'ai déjà envoyé le générique. Il avait pas dit qu'il avait un nouveau format? Et alors? Pour nous, ça change quoi? Bah, je sais pas, mais tout à l'heure, j'ai entendu l'Arcalaf partir en trombe, juste après avoir entendu hurler « Merde, je suis à la bourre !» Là-dessus, des Français, vous êtes incorrigibles. À l'huile. Je suis à la bourre, lancez le générique. Schnitzel! Évidemment que c'est fait. Machin, où est-ce que t'es? Là où on découvre l'histoire des chanteurs et autres artistes du monde de l'opéra. Wikipédia? Non, mon projet de part. Je vous expliquerai. J'arrive. Il y avait déjà plus d'1 an que j'avais réalisé cette interview. En ce temps-là, cette obsession, fruit de mon imagination dérangée, n'était alors qu'un lointain projet et le Temple Saint n'était bâti que d'une symbolique première pierre, dans les entrailles de laquelle j'avais confié mes rêves de vulgarisation de l'opéra et ma tendance irrépressible à dire des conneries. Mes cheveux étaient longs et mon italien était rouillé, mais était né en moi un désir de partager avec toute la francophonie quant à l'existence de ce spécimen, ce brave dinosaure aussi bon vivant qu'excellent chanteur qui ne pouvait être réprimé. Et c'est ainsi que, alors qu'une ultime représentation nous attendait au théâtre de Bâle, il acceptait de venir partager sa vie dans une sincérité qui n'avait d'égal que son immense... Oui, allô? Bonjour, je suis Nika Gouléachvili et Ouais, non, c'est pas la peine. J'ai déjà utilisé mon CPF, j'ai déjà des panneaux solaires que j'ai payés moi-même. je suis le chanteur lyrique La Basse et je viens de Géorgie. Ah, et c'est à quel sujet? Et le fait que je viens de Géorgie, ça c'est très important pour notre vidéo parce qu'on va parler aujourd'hui d'un baryton géorgien, d'un baryton verdien, Nicolas Lagvilava. Tu connais Nicolas Lagvilava? Alors, Nicolas Lagvilava, je connais très très bien depuis sa jeunesse. Je me souviens, j'étais un jeune étudiant du conservatoire et lui, il prenait les cours avec mon prof pour passer les examens, pour... Ouais, ok, je te rappelle. Où j'en étais, moi? Il m'a fait perdre le fil de mon monologue, ce con. Ceci étant, la Géorgie ayant un rapport particulier avec l'opéra, il me serait sans doute utile pour comprendre mon animal de m'appuyer sur l'un d'eux qui parlait mieux le français que moi le géorgien. Et l'italien. C'était avant un spectacle. Un de ces moments où normalement, même avec le plus petit des rôles, le trouillomètre à 0 vous êtes en train de faire 2 litres d'huile avec une olive. Mais notre proie du jour était lui, aussi détendu qu'un manchot avant sa prochaine manucure. Et pourtant, le rôle qu'il attendait pour la dernière fois de cette production à l'Opéra de Bâle, c'était ce qui était considéré comme l'un des Everest pour chaque baryton. Sauf que là, on n'avait pas affaire à Inoxtag, mais plus probablement au meilleur Sherpa que l'on pourrait lui trouver. Si chanter Rigoletto serait pour beaucoup l'accomplissement de toute une vie, pour lui c'était un jeudi comme un autre. Io sempre canto di Rigoletto, anche chiamano Rigoletto, non chiamano Nicoloso. Adoro questo ruolo, Sì. Perché io ho cominciato a fare di carriera tutto, anche ho cambiato di tutto, la mia testa, capisci? Vuoi congiuraste contro noi, Signore? Rigoletto per noi, in nostra famiglia, questo è posso dire che è un sacro, capisci? Sì. Si capisci, Sì. E sempre ho pensato che voglio fare cantante lirico per Rigoletto, per fare Rigoletto. Sì. E per questo ho cominciato a cantare. Questo ce l'ho in famiglia perché mio padre, anche mio padre, mio insegnante, mio maestro, lui era 28 anni quando lui ha fatto il suo debut in Rigoletto. Et d'ailleurs, son papa, il avait la voix immense et la couleur un peu comme Nicolas, parce que bon, je pense qu'il a issu de son papa cette couleur de voix.
et qu'on reconnaît tout de suite. Un héritage familial de cet acabit, ça sonnait presque comme une légende médiévale, urbaine tout du moins. Encore un de ces enfants prodiges qui, nés au bon endroit si ce n'est toujours au bon moment, font leur entrée au conservatoire avec plus de bagages que la plupart des autres aspirants n'en auront à la sortie. L'institution de Géorgie semblait tout de même s'évertuer à remplir des énormes valises de soute, quand d'autres se congratulent aujourd'hui lorsqu'ils parviennent de temps en temps à remplir à moitié le genre de trolley autorisé en bagage à main, même sur Ryanair. Le voyage léger ne s'encombre pas de talent. Aussi, ce jour-là, fallait-il prévoir un cargo? Je me souviens, j'étais un jeune étudiant du conservatoire et lui, il prenait les cours avec mon prof pour passer les examens pour s'intégrer au conservatoire. Mais bien sûr qu'autour de nous, au conservatoire, on avait des belles voix, des jeunes talents, mais je peux vous dire une chose, quand on voit quelqu'un comme Nicolas Dagvilava, ça change tout. On dit tout de suite, non, c'est pas la même chose. C'est quelque chose d'exceptionnel. Nicolas Dagvilava, il avait 16 ans, et c'était incroyable vraiment, qu'on avait l'impression qu'il avait besoin de rien, quoi. Sauf juste il fallait attendre quelques années pour que il devienne un peu plus mûr, si on peut dire comme ça, pour qu'il puisse aller sur la scène et interpréter les grands rôles. Parce que depuis sa jeunesse, on peut dire que naturellement, il savait où il fallait accentuer, où il fallait mettre les accents, comment il fallait jouer sur la scène. C'était incroyable, vraiment. Abbiamo grande storia, abbiamo molto storico teatro in Tbilisi, grande teatro, e abbiamo grande storia di lirico e anche grandi voci, grandi cantanti e abbiamo storia. Ma questo era il periodo di sovietica e per questo tutto era chiuso, Sì, capisci? sì. E per questo il mondo non sa questi cantanti. Quand on était les jeunes étudiants du conservatoire, j'ai eu la chance de partager avec Nika plusieurs fois la scène. Je me souviens, la première fois quand on a fait le concert, c'était les extraits d'opéra de Don Giovanni, et lui il était Don Giovanni, moi j'étais Leporello. Et je me souviens que, bon, tous on a un peu de trac, c'est assez normal avant d'aller sur la scène, mais Nika, juste il avait hâte d'aller sur la scène pour faire découvrir sa voix au public, et c'est vraiment ce qu'on dit en France, c'est une bête de scène. Et après on a monté l'opéra de Rachmaninov à l'Echo, et ensuite c'était Rigoletto, mais c'était pas un opéra entier. Rigoletto, on démarrait juste avec le duo de Sparafucile et Rigoletto, et après on enchaînait le quatrième acte. Il était Rigoletto et moi je faisais Sparafucile. Et les deux rôles sont très dramatiques et pas très évidents pour chanter pour un jeune chanteur de 18 ans. Mais franchement, je vous assure que Nika, il a chanté comme les anciens de l'époque, ce qu'on appelle l'âge d'or d'opéra. L'âge d'or de l'opéra. Une raison qui se serait suffite à elle-même pour faire basculer mon projet d'interview qui, si l'on fait abstraction de la fascination qu'avait l'intervieweur pour l'interviewer, avait tout d'un entretien tout ce qu'il y a de plus classique. Néanmoins, à cette évocation, je flairais sans l'ombre d'une pistache qu'il me faudrait creuser plus loin, voire plus grand. De cet âge d'or de l'opéra qui érigeait ses héros sur des piédestaux à faire pâlir de jalousie mes bronzés, le jeune Nicolas allait en rencontrer deux, de ces inoubliables pour qui a pris le temps de s'abonner et de suivre régulièrement le Temple Saint. Et ses légendes de devenir ses professeurs pour le meilleur et pour le meilleur. Lei la Genscher? Lei era mia maestra Ah, in wow. Accademia alla Scala. Ah, wow, tu hai fatto l'accademia alla Scala. Sì, Sì. 2 anni. E per questo Ho studiato con lei. Ho studiato anche un po' con Blouson. Anche cantante, anche maestro, lui è fantastico, e lavorare con lui
per frase, per queste linee, Sì. lui fa benissimo. Ah, sì, Lui certo. dice una parola e basta. L'animal portait avec lui de sérieux bagages. Tombé dans la bonne marmite de la bonne cuisine, dans la bonne famille qui lui assurait déjà un solide brin de voix dans ses brins d'ADN, il avait appris à consciemment sublimer ce qui semblait lui être pourtant tombé tout cuit dans le bec à la naissance, auprès de maîtres qui avaient tout d'un couple Joël Robuchon, Maïté du lyrique. Fort d'un génie qui était devenu un savoir-faire, il pouvait s'attaquer sereinement au plus grand répertoire de l'opéra. Acclamé par la critique, adoré par le public, restait néanmoins la question de ses qualités en tant que collègue. Être bon à ce point, ça peut avoir tendance à énerver. J'avais besoin de témoins, et je ne pouvais commencer mon enquête que par ma vieille connaissance. Ouais, Lulu, pour toi, ça s'est passé comment? J'ai rencontré Nicolas sur Rigoletto. Alors attendez, j'ai sorti. Donc l'agenda de l'an dernier. Donc c'était la musicale de Rigoletto le 21 septembre 2024 à 14h. Et je pense que Nicolas est arrivé à 14h30 ou 45 à la musicale de Rigoletto à l'Opéra de Toulon. Et son vol avait du retard. Il est arrivé sans partition, sans avoir chauffé la voix. Et en fait, c'était du Nicolas tout craché, c'est-à-dire que j'ai découvert un personnage directement. Il a dit à peu près peut-être 10 fois pendant la musicale qu'il n'avait pas eu le temps de chauffer. Et il a chanté merveilleusement. C'était très énervant. Il connaissait tout le rôle par cœur, bien sûr, il n'avait pas besoin de la partition. Et c'était un peu une leçon, quoi. Et en même temps, avec ce sorte de naturel, cette décontraction naturelle de Nicolas, où en fait, il assure, mais il donne juste l'impression de faire ça le matin au réveil, quoi. C'est très énervant. La première fois qu'on s'est vraiment rencontrés, je pense que c'était effectivement au premier filage musical qu'on a fait de Rigoletto, où là on a pu apprécier vraiment le vrai personnage. C'est vrai que Nicolas, c'est un peu un Rigoletto dans la vraie vie. Il a vraiment cette stature et cette mentalité. C'est un peu un clown triste. Et le fait qu'il chante très très bien, ça aide beaucoup. On a la chance dans nos métiers de côtoyer des grands artistes. C'est vrai que c'est une voix unique. C'est très chaud, c'est toujours très... il y a beaucoup de direction, la diction est superbe. Et cette première répétition qu'on avait eue, il était pendant toute la répète en train de se gratter la gorge et de dire au chef « Non, j'ai du mucus, j'ai du reflux, ça va pas être bien et tout ». Et il a ouvert la bouche et c'était magnifique et tout le monde disait là genre oui. Le mucus, tout ça, oui très bien, les chanteurs, pas de problème. Et c'était un peu un cliché de chanteur, mais dans le bon côté du cliché aussi, parce qu'il était là, en train de s'excuser tout le temps, ah pardon, voilà, vous savez. Et dès qu'il commençait à chanter, tout le monde se taisait bien sûr. Il n'y avait aucun problème. J'ai été assez impressionnée et amusée par ce personnage et qui en fait il fait un peu le showman, c'est ça que j'aime bien. Ça peut déplaire à certains peut-être, mais moi ça me fait beaucoup rire. Ce côté too much, il n'y a pas de problème, j'assure, mais bon, je le dis pas trop fort. C'était mon premier Rigoletto, c'est la première fois que je l'ai rencontré aussi et c'était une très belle rencontre. C'était une très belle manière de découvrir l'opéra aussi, avec lui dans un rôle titre qui lui va si bien, vraiment. Bon, oui, il n'y a pas de meilleure manière de découvrir un opéra qu'avec quelqu'un d'aussi charismatique dans ce qu'il fait, quoi, et dans ses interprétations. J'ai été tout de suite impressionnée par cette facilité qui est peut-être apparente, mais en tout cas qui est clairement évidente.
Donc cette facilité à chanter ce rôle avec la voix quasiment pas chauffée. Et bon, la puissance, la beauté du timbre, tout y était. À la différence de ces joueurs de basket qui ne passent la plupart du temps pas inaperçus mais montant que sur une plage, la plupart des chanteurs d'opéra pourraient tout aussi bien passer pour être employés de poste ou attachés parlementaires. Mais comme il le disait lui-même, il était Rigoletto. Et si ça s'entendait sur le plateau, ça ne se voyait pas moins en dehors. Et s'il pouvait écouter les consignes d'un quelconque metteur en scène ou chef d'orchestre, certain de pouvoir réinventer ou sublimer Verdi, Nikolaos n'en avait pas moins une idée plutôt franche sur la question, égard à celui qui tenterait de le faire changer d'avis. M'est avis que celui-ci se ferait avaler tout cru par notre gentil animal. Il semble néanmoins que cette situation ne se soit jamais produite. Pour l'instant. Il a énormément chanté Rigoletto et il était tout de même très à l'écoute de ce que disait le chef à la musicale, alors que je pense que dans ces cas-là, c'est peut-être lui qui a des choses à apprendre au chef. Et chut. Bon, la première fois, c'était comme on a commencé à faire des répétitions ici, la première répétition musicale, et c'était vraiment une chose impressionnante parce qu'il avait chanté cette rôle tant de fois qu'il a eu des idées très 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 claires sur cette rôle et comment il faut qu'on le chante ça. Mais c'est un homme très, qu'est-ce qu'on dit, très émotionnel, très direct, avec une spontanéité impressionnante, et il veut toujours faire des choses du moment, direct, comme ça, aussi sur la scène. C'était comme ça. On a eu des petites discussions quand je disais regarde ici c'est piano, regarde ici c'est une autre chose, ou comme tu l'as fait. Il me disait toujours, mais pour moi, dedans, il faut absolument le faire comme ça. Il était très convaincu de ses idées mêmes et ses idées de leur rôle, qui expriment cette grande expérience qu'il a. En tout cas, c'est une force de nature, sa voix, et aussi sa personnalité. J'aurais dit que c'est vraiment tous les deux ensemble, sa personnalité, sa voix, et encore une troisième chose, la musique qu'il a dedans, qui font en somme une force comme, c'est comme un orage. Il ne faudrait pas le croire sur parole, mais plutôt prendre la peine de vérifier de ses propres oreilles. Aucun enregistrement au monde, fût-il capté par ce génie du son qu'est votre serviteur, ne saurait fidèlement retranscrire l'intensité des vibrations émises par cet animal, en somme, bien plus proche de Richter que de la Deutsche Grammophon. À un artiste de cette trempe, il me paraissait de plus en plus évident qu'une simple interview postée sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux serait insuffisant. C'est trop grand, c'est trop bon, c'est trop précieux, en un mot, c'est trop. Dès lors, j'envisageais la façon de loger ce brave animal dans une cage dont les dimensions dépasseraient sans doute celles de l'ancienne Bastille, et peut-être même de la nouvelle,
Et c'est ainsi que, perdu dans le méandre de mes pensées, je découvris un lieu qui allait définitivement bousculer les idées dans ma tête, déjà passablement encombrées. Un parc. On n'était probablement qu'à une petite encablure du chemin menant de la bêtise à la connerie, mais l'idée ne pouvait plus me quitter. Un parc. Un parc virtuel, symbolique et probablement inutile, certes, mais un parc quand même. Un parc où les chanteurs du présent comme du passé pourraient s'ébrouer devant les yeux d'un public qui ne les connaissait pas et les comprenait encore moins. Cela requérait bien sûr de passer du statut d'admirateur journaliste à celui du chasseur. En somme, à réveiller les instincts de survie du Cro-Magnon qui chassait le mammouth, mais le jeu en valait la chandelle. Ou du moins une bonne série d'ampoules basse consommation. Il cavallo scalpita, i sonagli spintano, scappa la frusta, scappa la frusta, scappa la frusta, scappa la frusta, Au-delà d'être le rigoletto par excellence, notre désormais proie avait bien d'autres cordes à son arc, et plus la corde était grosse, plus il mettait la flèche haute. Et quand on s'interrogeait sur les autres rôles, certains s'imposaient d'eux-mêmes. Par exemple, c'était fantastique de le voir comme Scarpia dans Tosca. Ça, c'était une chose incroyable. Scarpia, fare Scarpia, il mio ruolo preferito, adoro Scarpia. I miei ruoli preferiti, questo è Rigoletto, certamente, Scarpia, Iago, che devo fare il 26. Dove? A Toulouse, adoro Iago. Adoro cantare di Escamillo. Il est bien une chose qui soit aussi grande que sa passion, c'est la constance de cette passion. Adoro cantare di Escamillo, adoro Scarpia. E Tomsky, adoro Tomsky perché mio padre era grande Tomsky. Adoro questo ruolo. Ça c'est sûr, il a une belle voix, mais c'est dommage, il ne chante que de la merde. Tu disais Schnitzel. J'ai déjà dit pourquoi il était exceptionnel. Et maintenant que je l'ai entendu dans un rôle où il est archi à l'aise, j'aimerais l'entendre dans des trucs qu'il ne maîtrise pas encore très bien ou qu'il appréhende pour la première fois. Alors je n'ai pas à vérifier, mais je crois qu'il a jamais chanté Péléas. Je verrais bien en Golo. Je pense qu'il maîtrise bien le personnage de méchant, avec en même temps une humanité profonde mais refoulée. Mais par contre, l'entendre dans la musique de Debussy, ça serait intéressant parce que alors ça l'obligerait à un peu réviser sa façon, pas sa façon de chanter, mais sa façon de chanter le texte. Et ça m'intéresserait énormément. Je pense que ça pourrait être un très grand Golo, mais c'est un peu un challenge. J'ai pensé aussi dans Parsifal, je sais pas s'il a déjà chanté du Wagner. J'ai
j'y ai même pas demandé, c'est pas bien. J'aimerais bien l'entendre dans Amfortas. Et là aussi, ça serait intéressant de l'entendre dans l'allemand et dans ce rôle assez déchirant, avec un air sublime. Donc maintenant, ça suffit, Nicolas, de chanter toujours des trucs que tu maîtrises à mort. J'ai envie d'entendre des trucs où tu galères et où tu cherches. Ça va être bien. Il est probable qu'un épisode plus standard du Temple Saint aborde prochainement le sujet. Aussi, je ne saurais que trop conseiller à quiconque est encore là de s'abonner et d'activer la cloche avant de partager cet épisode dont je suis le pilote. Les nombreux passionnés débutants de lyrique pourront probablement comprendre alors ce qui peut pousser nos experts à vouloir entendre Nicolas dans tel ou tel rôle. Mais la nature même de cette grande voix intrigue depuis toujours. Ho cominciato a cantare come basso cantabile, basso alto, perché ho fatto Belcore, il mio debut era Belcore. Il mio primo parte di baritonale era Malatesta. Ah, sì. E poi Germont. E poi Germont. Ah, sì. È già baritono Verdiano. Sì, sì. Sì. Ma anche adesso tanti musicisti che mi conoscono, anche loro pensano che lui è basso. Sì, lui può fare anche Rigoletto, anche Nabucco, anche tutto, ma natura di voce è bassa. Ma io non penso così. Perché anche mia grande maestra Leila Kenger mi ha detto che sei baritono verdiano. Lasci drammatico, lirico, alto, lasci questo, non pensi. Sei baritono verdiano. Et la dernière fois, j'ai eu la chance, j'étais en Géorgie il y a 7 ans ou 6 ans, et Nika, il a fait un magnifique Amonastro dans Aïda. Là, je peux vous dire qu'un Amonastro comme ça, vous ne pouvez pas trouver dans le monde. Il était avéré qu'il était l'un des meilleurs chanteurs de la Terre, qu'elle fût plate ou ronde n'avait alors aucune importance. Et son talent était accompagné d'une gentillesse non feinte. Ouais, il était plutôt bon enfant, il était plutôt sympa avec tout le monde. Il avait ce comportement de grand chanteur, si tu veux, qui a besoin de son espace, qui a besoin de sa place. Et en même temps, dès qu'il sort du personnage et de la scène, il peut rigoler avec tout le monde. Ouais, ça c'était très agréable de travailler avec lui. Je le trouvais, il sait qu'il est très bon, qu'il a un excellent timbre, qu'il a toutes les qualités d'un très très grand chanteur, c'est un très grand chanteur. Et en même temps, il avait cette espèce d'humilité. À chaque fois qu'il sentait quelque chose qui le contrariait sur sa voix, ou « Ah, j'ai pas bien dormi, ah, je sais pas, j'ai un peu le rhume, j'ai un peu je sais pas quoi », il venait vers tout le monde pour dire « Attendez, excusez-moi, parce que ce soir, ça va pas du tout ». Et il est venu, je me rappelle d'une représentation où il est venu, et bon là il avait l'air vraiment pas bien, quoi. Il était pâle, il transpirait, je pense qu'il avait un début de grippe ou quoi. Et il a presque moins dit que d'habitude que ça allait pas, il était plutôt en train de se concentrer et d'essayer de faire son truc bien. Et quand est arrivé le fameux air là, où il pleure sa Gilda, et tout le monde est sorti, il y avait la pause juste après, tout le monde est sorti. C'est le gars qui était malade tout à l'heure, là, qui était pâle comme un cul et qui... D'accord. Eh bien, vraiment très sympa, pas du tout bégueule et assez rigolo. Et voilà, bon, le problème c'est que moi je faisais Maddalena, donc j'avais pas grand chose avec lui, j'avais une scène et encore qui était rajoutée dans la mise en scène. Parce que normalement, on se voit pas du tout. Donc c'était dommage parce que j'aurais aimé avoir des scènes avec lui parce que vraiment, je pense qu'on aurait bien rigolé. Et j'aurais aimé jouer avec lui parce qu'il joue très bien. Et ça m'aurait inspiré. Mais bon, une autre fois peut-être. Pour réussir à mettre le grappin dessus et l'amener dans mon parc, j'avais clairement besoin d'une mise à niveau pour essayer de le comprendre. Aussi fallait-il me mettre en quête du secret de sa façon d'aborder la voix.
En somme, une merveilleuse boîte de Pandore à la géorgienne, au doux parfum d'Italie. Deve essere in Verdi, non solo in Rigoletto, anche tutti, anche in Donizetti, anche in Bellini, ma Verdi, se non c'è queste linee, anche per baritono, anche per tenore, anche per soprano, impossibile fare Verdi senza questa linea. Sì. Sì, E non c'è più niente. e per questo deve essere, c'è forte, mezza forte, piano, ma c'è un'altra voce. Questo si chiama medium voce. Forte, ma medium. Pensi che fai come solo per te. Sì. Capisci? Sì. E questo aiuta in scena. Comprendre un phénomène vocal de ce calibre, c'était un peu comme essayer d'attraper le Mistral avec une passoire. Il m'avait parlé de lignes, de souffle, de voce medium, et moi, j'écoutais, les yeux écarquillés comme un écolier chez un marchand de bonbons. Mais quitte à ne rien comprendre, je lui demandais de passer aux travaux pratiques. J'allais devenir son cobaye, ou sa victime. Question de point de vue. Diafragma, diafragma e ancora diafragma. Sempre dobbiamo pensare qui. Diafragma aiuta a aprire la gola. Se gola non apra, ciao. Capisci? Secondo me adesso tanti insegnanti e tanti cantanti non parlano niente a diafragma. Dicono che voce deve essere qui, lì, Sì. avanti. Posso chiedere come? Come deve andare voce senza diafragma? Con gola? No. Voce, obertono di voce, il timbro deve essere in sala. E dobbiamo sentire il nostro eco che arriva con sala. Se questo non arriva, abbiamo sbagliato qualcosa. E come fai quando sei in un teatro che non si sente niente anche se lo fai giusto? Sempre sento il mio eco. Faccio così che sempre sento. Ah! 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 Sì. Sempre ce l'ho il mio acustico, il mio eco. E poi comincio a controllare di suono, controllare di diafragma, capisci? Senza questo è impossibile, non lo so. E per questo dico che è importantissimo questo diafragma. Ok, allora tu parli del diafragma? Cosa facciamo col diafragma? Va bene, facciamo molto facile e naturale yoga. Ok. Prendi fiato col naso e deve pensare che hai grande cintura qui. Sì. E fai questa cintura con aria e fai dal su giù, tocchi e poi pensi che questa parte di bocca tocchi la diafragma. E poi E adesso questo fare in tutto registro. Che fai? Anche giù, anche su. Dai sole d'un sospiro.
uguale, pensi solo fare di linea e segui con diafragma. Ok. Diafragma qui Diafragma qui. e dal su, giù, fai... Allora, quando canto si sente così, Ecco. in quel senso. Ecco. Allora. Ah! 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 Spera il sole al suo sguardo. Giù! La tempesta. Deve sempre pensare che voce va così e non così. Sì, anche questo ho fatto in corteggiani, quando faccio sol. Sì. Quando questo... Sì. Nulla in terra più l'uomo penta, se dei piedi Ce léger incident de porte qui ne fermera plus avait fait bien des histoires, mais m'avait permis, une fois ce dernier spectacle passé, de pouvoir mettre ce brave dinosaure lyrique des temps modernes à l'abri dans une cage sans que qui que ce soit ne s'en émeuve. Sauf lui peut-être. Je l'avais eu, et mon Lyric Park tenait là son premier spécimen. Mais n'ayant pas le cœur à le laisser sans compagnie, je ne pouvais me permettre de me reposer sur mes lauriers et me mettais dès lors en quête de nouvelles créatures. Mais pour l'heure, il était enfin à la portée du Pékin moyen qui chercherait à le découvrir et à l'entendre. Son talent méritait bien d'être partagé. Et si quelqu'un de vous ne connaît pas encore cette voix, cet artiste, je vous conseille vraiment, ne pas hésiter à aller et prendre vraiment plaisir de son interprétation. Il est probable qu'il vous recevra avec son immense sourire et son immense voix, pour peu que vous pensiez à le nourrir. Mais oui, j'ai dirigé une répétition avec orchestre et j'étais après en train de faire des corrections. Il disait « Maestro, maestro, fame, fame ». C'était drôle, hein? En attendant pour le voir, une seule adresse, le Lyric Park. Vous trouverez son enclos indiqué sur la carte disponible à l'entrée. Cherchez Rigolettus Rex. Allez-y, passez le voir et buvez un coup à sa santé. Ou comme on dit en géorgien, Gaumarjos. 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 Et longue vie à Nicolas. Oui, Nika. Et voilà, enfin on a une belle surprise parce que il se trouve que Nika, notre héros de notre vidéo, il est là. Oh putain. Voilà, Nika, il va vous saluer. Ciao carissimo, come stai? Ti abbraccio. Putain de...